Nous allons parler de comment le son se propage dans l'oreille. Le son est simplement une perturbation de la pression, une alternance de zones de haute pression et de basse pression. Les ondes sonores pénètrent l'oreille par le méa acoustique. Les hautes et les basses pressions font briller la membrane tympanique à la même fréquence que l'onde sonore. Lorsqu'il y a une hausse de pression, la membrane s'incurve vers l'intérieur. Pendant une baisse de pression, la membrane bombe vers l'extérieur. Et lorsque le son est terminé, la membrane revient à une position intermédiaire. Lorsque cette membrane vibre, elle fait vibrer aussi trois petits os, soit le malleus, l'incus et le stapes. Ceux-ci ont pour but d'amplifier les vibrations et de les coupler à la fenêtre ovale. Celle-ci est connectée à la cochlée. La cochlée est divisée sur la quasi-totalité de sa longueur par un conduit appelé conduit cochléaire. Donc, les vibrations entrent par la fenêtre ovale, se propagent par la rampe vestibulaire qui se situe au-dessus du conduit cochléaire et ressortent par la rampe tympanique qui se situe en dessous du conduit cochléaire et se relie à l'oreille moyenne par une deuxième ouverture appelée la fenêtre ronde. Le conduit cochléaire est séparé par la membrane basilaire sur laquelle repose l'organe de Corti. Celle-ci contient des mécanorécepteurs portant des stéréocils. La fibre du nerf cochléaire se dirige donc vers le tronc cérébral où il fait synapse avec des interneurones. Premièrement, je vais commencer par expliquer c'est quoi la déficience sensorielle auditive. C'est une perte auditive de l'oreille qui constitue une forme de surdité dont la personne est sourde ou pratiquement sourde. Il y a plusieurs causes, des syndromes ou des types de surdité. Je vais en expliquer deux. La première, c'est la surdité de transmission. C'est causé par un bouchon de sédiment ou une perforation du tympan et une inflammation de l'oreille moyenne. Puis ça empêche les vibrations de se rendre au liquide interne jusqu'aux osselets de l'oreille. Puis le deuxième, c'est la surdité de perception. C'est dû par des lésions des structures nerveuses qui se situent entre les cellules sensorielles ciliées puis le cerveau. Donc, c'est une perte graduelle de l'audition. Ça peut être dû par une exposition prolongée à des bruits forts ou à une exposition d'un bruit vraiment intense comme une explosion. Puis je vais vous parler d'un syndrome, c'est le syndrome de Meniere. Lui, c'est des troubles du labyrinthe de l'oreille interne. Ça peut causer des vertiges, des nausées, des vomissements. Puis ça nuit à l'audition, puis ça peut porter une surdité complète. Bon, moi, je vais parler de l'incidence au niveau de la déficience sensorielle auditive. D'abord, je vais commencer avec des petites statistiques. Je vais commencer par dire que 400 millions de personnes sont affectées par la déficience sensorielle auditive. Et dès l'année 2050, ils pensent qu'il y aura plus de 9 millions de personnes qui seront affectées par cette déficience. Aussi, cette déficience attaque surtout les enfants. Plus de 34 millions d'enfants dans le monde ici ont une déficience sensorielle auditive. Les causes de cette déficience sont par exemple la génétique, les complications à la naissance, certaines maladies infectieuses et l'infection chronique de l'oreille qui peut affecter ces personnes, qui peut aussi donner des déficiences sensorielles chroniques et graves, mais parfois aiguës, mais qui peuvent quand même endommager leur vie. Aussi, il y a un très grand impact fonctionnel, social et affectif. Au niveau fonctionnel, ceci affecte leur style de vie. Donc, ils sont plus prônes à faire moins de sport ou, par exemple, aussi faire des activités quotidiennes avec de l'aide de quelqu'un. Donc, ça nuit à leur vie fonctionnelle. Et aussi, ça nuit à leur vie sociale et affective parce que les gens qui souffrent de cette déficience ont tendance à être plus dépressifs ou à l'anxiété ou à plus avoir le sentiment d'être tout seul, donc s'isoler. Aussi, par l'OMS qui a trouvé en 2017, ils ont dit qu'il y a des manières à éviter cette déficience, même si aux contraintes, on penserait que c'est impossible, mais c'est possible. Par exemple, dans les pays défavorisés, il y a certaines infections qui pourraient être guéries à la naissance, ou le poids faible ou la naissance prématurée pourraient être des causes qui pourraient être évitées pour éliminer les taux de déficience sensorielle auditive. Et aussi, certaines utilisations de médicaments par les femmes enceintes pourraient réduire les risques d'avoir cette déficience. Aussi, une autre raison, le dépistage et l'intervention sont très importants dans les impacts de la vie d'une personne.
Parce que dès qu'on identifie cette déficience à bas âge, ceci peut aider le dépistage peut aider à faire l'intervention. Puis l'intervention, par exemple, dans les pays défavorisés comme ici, les programmes de dépistage néonatal aident les enfants au niveau linguistique et éducatif, donc ils les permettent d'avoir une meilleure vie et pas d'être affaiblis par leur déficience ou leur handicap. Donc, il existe plusieurs traitements pour déficience sensorielle auditive, mais un diagnostic précis par le médecin permet le traitement adapté pour ce problème-là, ou peut soulager ou même aider les personnes à mieux vivre avec le problème. Donc, les traitements possibles seraient la mise sous corticoïdes, l'oxygénothérapie en cancer hyperbare, l'administration de solutions hypertoniques, la pose d'un implant cochléaire, un appareil auditif ou une intervention chirurgicale. Il y a certaines règles de communication quand on parle à une personne qui a une déficience sensorielle auditive. Premièrement, il faut vraiment se placer en face de la personne pour qu'elle puisse lire sur nos lèvres. Il faut vraiment parler clairement puis vraiment lentement. Il y a aussi, il faut avoir un bon éclairage. Donc, si on anime une séance de groupe puis que la personne ne peut pas lire sur nos lèvres, ça ne marchera pas. Il faut vraiment être patient et respectueux. Des fois, la personne ne peut pas toujours comprendre la première fois, donc vraiment le réexpliquer aux besoins puis vraiment respecter la personne. Puis il faut un bon aspect là-dedans, il faudrait aussi essayer d'apprendre les langages de signes de base, comme allez-y ou stop ou bonjour, c'est des signes de respect, puis la personne va vraiment être plus confiante. Ça, il va développer un lien de confiance entre l'intervenant puis le patient. Un autre moyen de communication avec la personne, c'est qu'on peut mettre des systèmes de vibration dans le plancher. Les personnes qui n'entendent pas bien, qui sont malentendants, vont se fier vraiment aux vibrations. Donc, pour suivre un rythme, c'est beaucoup plus facile d'entendre un boum boum sur le plancher pour se fier à certains mouvements puis tout ça. Ok, aujourd'hui on va faire le squat, débuter. Stop. Ok, aujourd'hui on va faire le squat. Ok, tout le monde a compris pour le squat, je vais vous montrer une démonstration. C'est comme ça que le squat. Là, quand je dis débuter, vous allez débuter. 1, 2, 3, go. Ok, stop. Bonjour, aujourd'hui on fait le lunch. Stop. Bravo! Les troubles auditifs, ça réduit la capacité d'équilibre statique et dynamique. Pour ces personnes-là, ils ont de la misère à se situer dans l'espace vu qu'ils n'entendent pas. L'objectif des exercices, ça serait de leur donner des exercices qui amélioreraient leur équilibre statique puis dynamique. Puis pour adapter la personne, vu qu'elle n'entend pas, on ferait comme une feuille avec les étapes de chaque exercice, avec aussi une démonstration. Puis lorsque la personne ferait l'exercice, on pourrait l'ajuster aux besoins. Le premier exercice, ça serait de se mettre debout sur une jambe. Puis la personne a pu s'appuyer sur une chaise juste comme mesure de sécurité. Puis si la personne elle trouve ça facile, elle peut ensuite fermer ses yeux pour améliorer son équilibre. Là, il peut lever ça à 90. Il peut se tenir ici qu'il a besoin. La deuxième exercice, ça serait la position de l'arbre. La personne va juste mettre son pied où ce qui est confortable selon sa flexibilité. Puis il va mettre ses mains ensemble, puis c'est juste rester comme ça en équilibre pour travailler son équilibre. Le quatrième exercice, c'est le Functional Reach.
So, la personne va être droit 90 degrés avec son bras. On va prendre une mesure initiale. Puis lorsque la personne sera prête, elle va avancer jusqu'à son point max. Puis son point max, on va le mesurer aussi, puis on va pouvoir le comparer avec ses autres essais qu'il va faire. So, ici, tu es à 90 degrés. Ici, ça serait une première mesure. Là, la deuxième, elle serait environ ici. La cinquième exercice, ça serait un squat, mais sur un bossu ou une surface qui est comme pas stable. So, la personne va juste être en position de squat, puis elle va essayer de faire un squat, mais ça va être débalancé un peu pour travailler son équilibre. Il va juste se placer, il va faire son squat, puis il va en faire comme jusqu'à temps qu'il parte d'équilibre, jusqu'à temps qu'il voit qu'il est plus stable. Pour conclure, une multitude d'études sur les déficiences auditives sont réalisées dans le but de sensibiliser et informer les gens, mais aussi pour mieux comprendre les répercussions et le phénomène en général, tout comme les traitements et adaptations qui sont possibles pour ces gens-là. Ces recherches permettent l'amélioration du mieux-être, la communication et aussi le bon fonctionnement en société de ces personnes ayant des déficiences auditives. Les principaux systèmes étudiés en lien avec l'activité physique sont l'inclusion sociale, les perceptions à l'égard des déficiences et aussi évidemment l'entraînement du rythme et de l'équilibre.